Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro d'exclusivité. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous un Congolais de la diaspora, mais qui a décidé finalement de s'installer à Kinshasa, même s'il fait de temps à autre de tours de l'autre côté de l'océan. Nous recevons pour vous Simon Pambou. Il est président du CESAD, CESAD qui veut dire Comité de suivi et d'accompagnement de la diaspora. Vous êtes en même temps vice-président de l'Union des résistants combattants congolais de France. Bienvenue, monsieur Simon. Merci beaucoup. Alors, avant de parler, puisqu'avec vous, on va faire le tour d'horizon de l'actualité en République démocratique du Congo, notamment avec les concertations nationales avancées par le président de la République, annoncées par le président de la République, j'allais dire, aussi la reddition du général dissident du M23, Bosco Ntaganda, qui s'est rendu lui-même à l'ambassade des États-Unis à Kigali. On va également parler de la pression que vous foutez aux musiciens congolais à l'étranger une fois qu'ils arrivent chez vous, là-bas en Europe, et aussi du sport. En fait, on va faire quand même le tour d'horizon, comme je l'ai dit. Mais je voudrais d'abord savoir, vous êtes vice-président de l'Union de résistants combattants congolais de France. Ouais. C'est quoi cette structure ? Vous êtes contre le régime, parce que lorsqu'on parle combattants, ça veut dire que ce sont des gens qui sont contre le régime en place. Vous, quelle est la signification au fait de votre structure ? Non, si on parle de... C'est des gens qui ont cherché à mal interpréter cette définition-là, que lorsqu'on dit combattants, les autres approfitent du système pour dire que tous les gens qui sont de la diaspora, donc qui sont contre les institutions qui sont en place, c'est archi faux. Donc ça veut dire qu'il y a deux catégories de combattants. Non, il y a une seule catégorie, mais sauf que l'interprétation est tellement mauvaise. Oui. Donc, ça signifie que les combattants qui sont en Europe, qui sont en France, qui sont en Afrique, qui sont partout dans le monde, donc, nous, on manifeste sur l'intérêt du peuple congolais, l'intérêt de la RDC. Si aujourd'hui... Quelle est la différence avec ceux qui tapent les gens là-bas en Europe? Non, on tape personne. Non, il y a des gens qui ont quand même donné des coups de poing aux autorités une fois qu'elles arrivent en Europe. Vous n'êtes pas au courant? Je parle dans quel cas. Il y a d'autres personnes qui en profitent du système. Le président du Sénat était... Non, le cas du président du Sénat, là, j'ai déjà soulevé ça une première fois. Là, je vais parler ça pour la deuxième fois. Vous allez voir que le cas du président du Sénat, il y avait un problème. On dit peut dire un problème interne, on ne veut pas revenir là-dessus, voire même les gens qu'on prétend être des combattants, nous qui sommes là-bas, qui ont dit qu'on est des combattants, d'autres fois on n'était même pas informés que le président du Sénat était sur place, qui était agressé. Donc la plupart des gens qui étaient arrêtés même, qui étaient arrêtés au niveau de la police, après vérification, j'ai vu que ces gens-là, ils n'étaient même pas là, ils n'étaient même pas sur place. Donc, notre ami, par exemple, notre confrère Patinkiri a été victime d'ailleurs de ces actes civiques oui. en South Africa. Non, mais il y a un gros problème au niveau d'interprétation. Bon, il y a d'autres. Aujourd'hui, moi, je suis sur Télé 50. Oui. Mais si vous avez la première fois l'image que les gens sont de Télé 50, qui est comme si les gens-là qui sont là, ils bouffent l'argent du pouvoir, ils voient la population crever, ils en pâtissent, tout ça. Et c'est ça l'image qu'on a de là-bas. Mais moi, j'ai fait des émissions ici. C'est parmi les premières chaînes que j'arrive, j'ai fait mon émission, je sors, je donne rien. Mais tandis qu'il y a d'autres personnes qui prétendent défendre la population congolaise, qui prétendent des opposants, qui si vous partez de leur chaîne, vous demandez l'argent. Non, les problèmes, c'est ça. C'est les problèmes d'information. Aujourd'hui, il y a Fabien Lumbala qui était en Espagne. Il était en France, il était même dans ma ville en Nantes. Il n'était pas agressé. C'est que signifie, on tient compte de l'honnêteté des gens aussi. C'est ça les problèmes. Voilà. Alors, parlons un tout petit peu des concertations nationales. Vous, puisque vous représentez quand même ici, dans cette émission, la diaspora congolaise à l'étranger, est-ce que vous êtes favorable aux concertations nationales telles qu'annoncées par le président de la République? Quelle est votre position? La position de la diaspora congolaise, il est très très claire. Je dis que la position de la diaspora et des combattants, des patriotes congolais, elle est très claire. C'est laquelle? C'est laquelle nous, on n'a pas besoin de ce dialogue-là. On n'a pas besoin de cette concertation. On n'en a même pas besoin. Pourquoi? Parce que les institutions sont là. Il y a un gouvernement qui est là. Il y a la majorité présidentielle qui est là, qui étaient élus. Légitime. Légitime.
Ils sont légitimes parce que les institutions de la RDC sont légitimes à votre avis? Ils sont légitimes. Donc si eux-mêmes pour vous, ça ne sert à rien de faire des concertations parce que le gouvernement est légitime. Il est légitime. Mais les concertations ne vont pas porter sur la légitimation ou la légitimité des institutions. Non, on sait ce qui se cache derrière. Nous, on le sait. Qu'est-ce qui se cache derrière d'après vous? Selon nos analyses, on a vite compris que cet dialogue-là, cette concertation-là, c'est les termes qui c'est de jongler avec l'idée des gens. Mais qu'est-ce qu'ils veulent après? C'est le partage du pouvoir après. C'est ça que les gens, même les opposants, vous êtes opposants, vous partez déposer des documents chez les gens qui sont dans la majorité présidentielle. Monsieur Obé Minakou, il reçoit des gens en tant que président de la majorité, pas en tant que président de l'Assemblée nationale, secrétaire général de la majorité présidentielle. Oui. Vous êtes de l'opposition, vous n'avez pas intérêt. C'est le président de la République qui voulait qu'il y ait ce dialogue-là. Oui. C'est lui qui va nous dire qu'il veut ce dialogue, il va céder. C'est lui qui va donner les directives. Lorsqu'il ne donne pas les directives, c'est les autres personnes, les opposants, machin, qui vont courir, c'est M. Obé Minakou, le président de l'Assemblée nationale, pour leur donner des propositions. Quelles propositions? Et les propositions du peuple congolais, il est où? Donc, le problème qui est là, il faut que le président nous dise, qu'il dise à la diaspora, qu'il dise au peuple congolais, oui, moi je veux un dialogue pour que ça aboutisse à ça. Mais je crois que ce dialogue-là, ou les concertations amorcées par le chef de l'État, ou voulues par le chef de l'État, c'est suite à l'agression de la RDC dans sa partie Est, et par rapport à la traîtrise, je veux dire, de certaines personnalités politiques congolaises en RDC. Alors le chef de l'État souhaiterait qu'il y ait dialogue, ou qu'il y ait des concertations politiques nationales pour arriver à la cohésion nationale. Non, voilà là où il y a... Il n'a même pas fait allusion au partage du pouvoir. Non. Attends, voilà là où il y a confusion. Là, vous parlez de l'agression. On était agressé à l'Est par les troupes, soit les Rwandais. Nous, on a dit qu'ils étaient agressés par les Rwandais. Même si le président avait cité que les Rwandais, nous, on sait aujourd'hui qu'on était agressés par les Rwandais et les Ougandais. Et il y a quelques soldats tanzaniens qui sont là et burundais. Nous, on peut donner cette information-là. L'information-là est claire, on était agressés. Mais le président a annoncé qu'on était agressé que par les Rwandais. Mais lorsqu'on est agressé par les Rwandais, et même si chaque fois vous dites ici que non, les gens de la diaspora, on n'aime pas des politiciens, on agresse des politiciens ici. Non, d'autres fois, on soutient même des politiciens ici. Même si on ne vient pas pour dire que non, on vous soutient. Voilà le cas du ministre du média, son Excellence M. Lamère Mende. Au début, on était avec lui. Au début, vous étiez avec lui, maintenant vous n'êtes plus avec lui. On n'est plus avec lui parce qu'on était avec lui lorsqu'il déclarait haut et fort qu'on était agressé par les Rwandais et les Ougandais, lorsque personne ne disait encore qu'on était agressé par les Rwandais et les Ougandais. Lorsqu'ils ont pu reçu que le M23, c'est une force négative, c'est une force terroriste. Nous, de notre côté, au niveau des combattants de la diaspora, on a fait d'autres démarches au niveau de l'Union européenne. On a envoyé des courriers de droite à gauche. Il y a des amis qui sont aux États-Unis, sont partout, pour essayer d'influencer, qui prouvaient qu'effectivement, les forces-là, c'était des forces négatives. Et puis, les gens de la communauté internationale, ils sont tombés d'accord pour dire qu'effectivement, oui, les Rwandais, les M23, c'est une force négative. Et je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe après? Les forces négatives, on ne négocie pas avec. Les terroristes, on ne négocie pas avec. Donc, si je vous comprends bien, vous ne vous inscrivez pas dans la logique des dialogues ou bien des négociations avec le M23 comme cela se passe à Kampala. Ah, bien sûr. Comment on peut négocier? C'est votre position ou c'est la position de l'ensemble de la diaspora qui font partie C'est la position de l'ensemble de la diaspora. Même ceux qui ne font pas partie de l'Union. Même la diaspora de la majorité présidentielle. Ils ne sont pas d'accord. Je ne parle pas pour eux, mais qu'est-ce qu'on fait? Ils sont muets. Mais lorsqu'un ministre, je dis bien un ministre, porte-parole du gouvernement dit que c'est une force négative, et nous on applaudit, on fait le démarche pour qu'on puisse soutenir ces idées-là, ces trucs-là, et puis quelques jours après, il dit on va négocier. Mais alors face à cette menace-là, armée, au Nord Kivu, le M23 qui attaquait les populations, qui attaquait les populations civiles, qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce qu'on avait besoin de la paix. Le chef de l'État avait besoin de la paix. Qu'est-ce qu'il fallait faire alors? Combien de pouvoir faire la paix? Mais qu'est-ce qu'il fallait faire devant eux? Déjà, il faut se battre.
Il faut se battre, il faut négocier. Même s'il faut négocier avec un arme. Il faut négocier avec un fusil. Vous négociez avec quoi? Les gens, ils rentrent à Goma et vous partez, et j'ai dit ça plusieurs fois, vous partez, vous allez négocier, vous demandez, c'est d'autres personnes qui demandent. Donc pour vous, la meilleure option, c'était l'option militaire. Militaire. On ne pouvait pas négocier avec eux. Pas d'option politique, diplomatique, non. Non, parce que lorsque la communauté internationale soutient l'ONU, l'Union européenne qualifie cette force de négative et des forces terroristes, on ne peut pas négocier. On ne peut pas négocier. On ne peut pas négocier. Lorsque vous changez d'avis, attends, mais tous ces gens-là, ils vous traitent comme dire, voilà, ces gens, ils n'ont même pas de position. On va faire quoi avec eux? C'est des gens qui sont incapables. Je ne vois même pas. Mais en fait, ce n'était pas des négociations, il fallait les écouter. Non, on n'a pas besoin. Évaluer leurs revendications. Non, on n'écoute pas les terroristes. On n'écoute pas comment ces gens-là peuvent nous soutenir. Si aujourd'hui le président malien a peu des risques de négocier avec les gens d'Ansar Sardine, vous voyez que les Français allaient intervenir? Non. Parce que vous avez négocié, il dit, même si le pays était coupé en deux, on ne négocie pas avec les terroristes. Et qu'est-ce que ça va passer ici? Je me pose même la question, si M. Lambert Mende, son excellence Lambert Mende, il arrive à dormir. Un jour, attends, mais si des jours au lendemain, vous dites que c'est des forces négatives, on ne peut pas négocier avec eux, 5 jours après, vous changez d'avis. Attends, je parle que nous-mêmes, nous, la diaspora, on dit qu'un jour, monsieur là, il peut se jeter à la mer. Ça va. Alors, ça veut dire que même l'option prise du fait de l'intégration de certains éléments de cette force au sein de l'armée, vous êtes catégorique. Mais attends, mais lorsqu'on parle de l'infiltration, on dit qu'on est infiltré, il y a moins de plus de 15 000 Rwandais, et vous, tout le monde parle, même si vous partez là, à la cité, vous demandez un enfant, il vous dit que non, on est infiltré par les soldats rwandais et ougandais. Vous allez encore négocier avec les terroristes, vous allez dire que vous allez leur donner poste à l'armée, même si vous leur donnez un grade de sergent. On n'a même pas besoin de leur donner, les fils qui grade de sergent, même des caporales, on n'a pas besoin. Si ils parlent qu'ils sont des Congolais, s'ils sont militaires, leur place, c'est à l'auditorat militaire. Parce qu'ils ont trahi le pays. On ne va pas continuer à se distraire comme ça. On ne va pas continuer à se distraire. Leur place, c'est à l'auditorat. Ils vont demander. Même, nous, on a la liste. Aujourd'hui, on a la liste de tous les gens qui peuvent être Congolais, même celles qui étaient en France, qui sont sur le 23, je vous dis que dans 2-3 jours là, on va aller porter plainte ici. Donc ces gens-là, il ne faut pas penser. Là, on met même en garde les autorités qui vont prendre les risques d'amnistier ces gens-là. Voilà, parce qu'il faut qu'ils soient jugés ici. La position du CESAD, le comité de suivi et d'accompagnement de la diaspora, de l'Union de résistants de combattants congolais de France, est claire. Nous ne voulons pas des concertations nationales parce que le président de la République a été légitimement élu et toutes les institutions sont légitimes. Sont légitimes. Parce que lorsqu'on a dit au début, lorsqu'on a dit au début, ils ont dit que non, il y avait tricherie. Non, personne n'a accepté qu'il y avait tricherie. Personne n'a accepté qu'au niveau du Parlement, il y a des gens qui ont été mal élus. Mais des jours au lendemain, vous allez changer d'avis? Non. Vous êtes élu, vous assumez. On dit, M. Tshisekedi, qui est le président de l'UDPS, on dit que M. On laisse le régime continuer jusqu'à ce qu'il y aura des prochaines élections. Bien sûr. On n'a pas intérêt. Mais M. Tshisekedi, oui papa, on vous remercie. Ok. Alors, que dites-vous vous-même de la position, par exemple, d'Etienne Tshisekedi, un opposant historique congolais, mais qui prend quelquefois des décisions, je ne vais pas qualifier ses positions, j'allais dire, de s'autoproclamer président parallèlement. Quelle est, vous, la position de résistant combattant de la France par rapport à ces attitudes? Non, notre position maintenant, elle est très claire. C'est laquelle? Il y a un président de la République. On ne peut pas s'autoproclamer du jour au lendemain que vous êtes président parce que vous n'avez même pas la possibilité de vous imposer. Il faut que le président Tshisekedi devait comprendre que la France n'est pas la Belgique et le Congo n'est pas la Côte d'Ivoire. Les Français, avec des choses comme ça se passe en Côte d'Ivoire, ils peuvent prendre les armes parce qu'ils sont habitués comme ça. Ils prennent les armes, ils viennent, ils prennent Gbagbo, il fait partie de Gbagbo, il prend Ouattara, il met en place. Donc, les Belges n'ont pas fait ça, ils ne vont pas descendre ici, il ne faut pas rêver. Ils ne vont pas descendre ici pour enlever le président Kabila et prendre le président Tshisekedi et le mettre en place. Non.
Il faut que aujourd'hui, les gens de l'UDPS, les présidents... Mais face à de telles attitudes, on vous a jamais vu vous lever par exemple, dire non? Non, madame, mais... vous avez peur. Vous êtes prêt à dire toujours non au régime. Mais les opposants qui affirment